nos histoires de matérialisme. Et donc, Pascal Sévérac, je vais vous laisser la parole. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité, merci à tous d'être venus. C'est bon pour le son. Donc en effet, je vais présenter la philosophie de Spinoza à travers la question du matérialisme. Et j'ai donné pour titre de cette conférence « Qu'y a-t-il de matérialiste chez Spinoza ?» Alors sans dévoiler la fin du film, la fin de mon propos, je pense qu'on pourrait répondre d'une certaine manière, d'un certain côté, il n'y a rien de matérialiste chez Spinoza. Spinoza, ce n'est pas vraiment un auteur matérialiste. C'est d'ailleurs ce que soutiennent certains penseurs qui se revendiquent de Spinoza aujourd'hui. Je pense à quelqu'un comme André Comte-Sponville, qui a longtemps pris Spinoza comme compagnon de route et qui s'en éloigne quelque peu maintenant, et il s'en explique, et notamment parce que lui se revendique comme étant matérialiste, philosophiquement parlant, alors que pour lui, justement, Spinoza ne développe pas une philosophie matérialiste. Donc on pourrait dire pas grand-chose. Et pourtant, je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça, notamment si on regarde la réception de Spinoza dans l'histoire de la philosophie, au XVIIIe siècle, chez des libertins, au XIXe siècle, et au XXe siècle, et au XIXe siècle, XXe siècle. Je pense, par exemple, à la pensée marxiste, à Marx lui-même, qui a lu Spinoza, qui a écrit sur Spinoza dans ses cahiers de jeunesse, et qui donc fait de Spinoza un de ses précurseurs, en tout cas un philosophe à partir duquel il s'est constitué, il s'est formé. Et plus récemment, un auteur comme Althusser s'est revendiqué de Spinoza, avait fait, rue d'Ulm, un groupe de réflexion qui s'appelait le groupe Spinoza, avec Macheret, Pierre Macheret, avec Étienne Balibar, avec d'autres. Et justement, Althusser dira que, il a été spinoziste. Mais en même temps, en disant j'ai été ou nous avons été spinozistes, il indique aussi qu'il ne l'est plus. Pourquoi ? Notamment parce qu'il va développer à la fin de sa vie philosophique un matérialisme aléatoire. On pourrait y revenir, un matérialisme de la rencontre. Et ce matérialisme-là, selon lui, s'éloigne de Spinoza. Moi, je crois qu'il ne s'en éloigne pas tant que ça, mais dans l'histoire, en tout cas, de la philosophie, des penseurs se sont revendiqués de Spinoza en affirmant, mon matérialisme se fonde sur celui de Spinoza. Spinoza m'a aidé à construire une pensée matérialiste. Donc, on pourrait se demander, justement, qu'est-ce qu'il y a dans Spinoza qui permet de se revendiquer de lui pour construire une pensée matérialiste ? Qu'est-ce qu'il y a dans Spinoza de matérialiste et qu'est-ce qui fait que, quand on ne veut pas être du côté des idéalistes, du côté peut-être d'une pensée morale de la transcendance, on va chercher chez Spinoza, pas forcément un modèle, mais en tout cas un premier tremplin, un ressort, une source qui devient une ressource pour penser justement dans une perspective matérialiste. Alors, pour voir ce qu'il peut bien y avoir de matérialiste chez Spinoza, je distinguerai volontiers trois sens ou trois domaines de sens dans lesquels l'idée de matérialisme spinoziste peut avoir un sens. D'abord, d'un point de vue empirique. D'un point de vue empirique, c'est-à-dire du point de vue de l'expérience, et même de l'expérience commune. Le matérialisme, ça a un sens. Qu'est-ce que ça signifie, être matérialiste, du point de vue de la vie ordinaire ? Être matérialiste, c'est affirmer plutôt par sa manière de vivre, sa manière d'être, d'exister, plutôt que par d'ailleurs son discours, parce qu'on n'assume pas toujours
une position matérialiste. Mais être matérialiste dans sa vie, c'est penser que les biens les plus importants sont les biens matériels. Et on pourrait dire qu'on est matérialiste quand on pense que le confort matériel est quand même quelque chose d'essentiel, que la santé de la vie organique est quelque chose d'absolument important, et que sans doute le fait de gagner bien sa vie, l'argent, on pourrait dire, et c'est ce que va dire d'ailleurs Spinoza, avant Marx disait l'argent c'est un équivalent général de tous les biens. Spinoza dira oui, c'est le résumé de toutes les joies qu'on peut concevoir dans ce monde, souvent. Alors c'est peut-être un résumé imaginaire, mais c'est souvent conçu, l'argent, comme étant, on va dire, le symbole de tous les biens matériels. Alors être matérialiste, ça veut dire souvent ça, du point de vue de la vie ordinaire. Et c'est souvent d'ailleurs une étiquette qu'on utilise pour désigner les autres. C'est rare qu'on se dise « moi je suis purement matérialiste, pour moi il n'y a que des valeurs matérielles, il n'y a rien d'autre qui compte. Ce qui compte c'est jouir dans mon corps, c'est avoir beaucoup d'argent, c'est avoir la reconnaissance des autres, avoir du pouvoir, mais je suis matérialiste parce qu'il n'y a de bien que matériel. » En même temps, on voit bien que nier le matérialisme en ce sens-là, nier cette affirmation, ce serait quand même aussi difficile, parce que d'un point de vue empirique, on a besoin d'un certain confort matériel, on a besoin d'argent, on a besoin aussi d'affirmer que la santé est une chose importante. Donc être matérialiste en un sens empirique signifierait affirmer avant tout l'importance des biens matériels au détriment de tout bien autre, qu'il soit moral ou spirituel. Peut-être c'est dire qu'il n'y a de bien que dans ce monde et pas dans un autre monde. Donc d'un point de vue empirique, ça pourrait vouloir dire ça, être matérialiste, et on peut se demander en quel sens Spinoza, la philosophie qu'il développe, est matérialiste dans ce sens empirique-là. Est-ce que ça n'a rien à voir avec sa philosophie, ou même avec la philosophie en général, le matérialisme empirique, ou est-ce que ça a un petit peu quelque chose à voir? Eh bien, moi, je défendrai l'idée, et on va y revenir, l'idée selon laquelle il y a quelque chose de matérialiste en ce sens-là chez Spinoza, en ce sens empirique, au sens où, eh bien, on peut dire de quelqu'un, il est vraiment matérialiste, celui-là. Le deuxième sens que je vais distinguer ensuite, c'est le sens ontologique. Alors qu'est-ce que ça signifie ça? L'ontologie, c'est, on va dire, la réflexion, le discours rationnel sur l'être, c'est-à-dire sur ce qu'il en est de la réalité, de la nature même du réel. Alors là, on est, on va dire, dans l'idée d'un matérialisme plus philosophique. Souvent, d'ailleurs, le matérialisme au sens philosophique, c'est le matérialisme en un sens ontologique. C'est affirmer que l'être, c'est la matière, ou que la matière résume ce qu'il en est de la nature des choses, de la nature de la réalité. Il n'y a pas d'autre réalité que la matière, avec les lois de la physique qui nous permettent de connaître cette matière. Du coup, en affirmant ça, c'est une position philosophique possible, on affirme que la pensée, que l'esprit, que la conscience, ça existe peut-être, mais ça n'est jamais qu'une production de la matière, ou ça n'est jamais que quelque chose qu'on peut réduire, finalement, in fine, à de la matière. Celui qui pense au fond que l'esprit, c'est un autre mot pour dire le cerveau, les connexions neuronales, eh bien on pourrait dire celui-là, il est matérialiste en un sens ontologique, c'est-à-dire qu'il réduit la pensée à la matière, l'esprit au cerveau, la conscience à quelque chose de corporel. Donc dans ce sens-là, est-ce qu'on peut dire que Spinoza est matérialiste? Est-ce que Spinoza peut légitimer une quelconque forme de réductionnisme, c'est-à-dire de réduction de la pensée à la matière, de réduction de l'esprit au corps, de réduction
de notre puissance de pensée à une puissance du cerveau de faire des connexions neuronales. Est-ce que l'intelligence, au fond, pour Spinoza, c'est un cerveau bien développé? Donc, là, on atteint à quelque chose qui peut-être est plus sujet à caution du point de vue de la pensée spinoziste. Est-ce que vraiment on peut dire que Spinoza, que la philosophie spinoziste est une philosophie réductionniste qui rabat tout ce qui est supérieur sur la matière? Alors, ce qui est supérieur, ce que l'on conçoit depuis longtemps, peut-être depuis à la fois le platonisme et le christianisme, comme étant en haut, supérieur. Quand on a une pensée un peu verticale du réel et qu'on se dit l'esprit, la spiritualité, c'est en haut, et puis le corps, les bas instincts, c'est en bas. D'ailleurs, ça a été, dans l'histoire de la pensée, une définition du matérialisme. C'est la définition qu'avait Ravesson, qui était un penseur spiritualiste, et qui l'imputait à Auguste Comte, et qui disait, au fond, le matérialisme, ça consiste à expliquer ce qui est supérieur par ce qui est inférieur, et notamment à expliquer la pensée par la matière. Alors déjà, ce qui est problématique dans une telle définition, c'est cette hiérarchisation, c'est cette catégorisation. Pourquoi la pensée serait-elle supérieure à la matière? Mais je pense, d'un point de vue spiritualiste, on peut se dire l'esprit, ça a plus de valeur, ou la morale, ça a plus de valeur que les biens matériels. Les vrais biens sont les biens moraux, c'est l'honnêteté, la générosité. Les vraies valeurs sont des valeurs qui sont au-delà de biens matériels. Et dans ce cas-là, expliquer ces valeurs qui sont belles, qui sont bonnes par quelque chose de matérialiste, ce serait expliquer le supérieur par l'inférieur. Alors cette définition, elle est peut-être une définition qui, justement, s'oppose à un point de vue matérialiste. Mais pour en revenir à mon second sens, est-ce qu'on peut dire que d'un point de vue ontologique, c'est-à-dire du point de vue de la nature même de l'être, du réel, est-ce qu'on peut dire que la pensée spinoziste est une pensée matérialiste? On va voir que on peut le dire seulement dans un certain sens, mais que fondamentalement, il n'y a pas de réductionnisme, c'est-à-dire de réduction de la pensée à la matière chez Spinoza. Et puis, je distinguerai un troisième sens, qui est ce qu'on pourrait appeler un sens méthodologique, c'est-à-dire qui ne statue pas sur l'être même du réel, sur ce qu'il en est de la réalité du monde, mais qui étudie les choses spirituelles comme on étudie les choses corporelles et matérielles. Et en ce sens-là, on va voir qu'il y a peut-être un matérialisme méthodologique de Spinoza, au sens où, eh bien, c'est ça qui est étrange chez Spinoza, il y a l'idée qu'on va étudier l'esprit, la pensée, et notamment les idées qu'on a, mais les sentiments qu'on éprouve, les affects, comme dit Spinoza, on va les étudier comme s'il s'agissait eh bien, d'objets matériels à propos desquels on étudie les lois, et des objets matériels même mathématisables, dont on étudie les propriétés, et qui sont des propriétés comme les propriétés d'un triangle. Eh bien, on peut étudier dans une géométrie euclidienne le triangle en disant que la somme de ces trois angles équivaut à 2 droits, comme disait Spinoza, c'est-à-dire à 2 fois 90 degrés, à 180 degrés. Eh bien, ça, c'est une propriété d'un triangle, bien sûr, dans une géométrie à surface plane, nulle. On pourrait dire que dans des géométries, mais que ne connaissait pas Spinoza, non euclidiennes, les propriétés du triangle changent. Mais gardons la géométrie de notre perception, celle sur lesquelles Euclide a travaillé. Eh bien, cette géométrie-là énonce des propriétés des corps, et Spinoza fait le pari, et même justifie ce pari, selon lequel eh bien, la nature de la pensée, la nature de la conscience, la nature de notre vécu, qu'il s'agisse de nos représentations ou de nos sentiments les plus intimes, cette nature-là,
elle est connaissable comme s'il s'agissait de lignes de surface de corps. On peut, d'une certaine manière, en étudier les propriétés parce que tout ça fonctionne de façon nécessaire. Le mot nécessité ici est très important. Il y a un matérialisme en ce sens-là, peut-être de la nécessité, au sens où méthodologiquement, on peut naturaliser le psychisme, c'est comme ça qu'on parle aujourd'hui, c'est-à-dire en faire un phénomène naturel, comme on étudie les phénomènes météorologiques, comme on étudie les phénomènes physiques, en étudiant justement, en dégageant les lois auxquelles obéissent ces phénomènes. Donc, il y a cette idée, et on va la développer un peu chez Spinoza, que d'une certaine manière, le monde de la spiritualité, de la conscience, n'échappe pas, comme le reste des choses matérielles, à la nécessité, et à une nécessité qui suit des lois qu'on peut connaître, qu'on peut tout à fait bien appréhender. Alors je reprends les 3 points que je viens d'ici évoquer, que je viens d'évoquer. Le matérialisme empirique, matérialisme ontologique, matérialisme méthodologique. Du point de vue du premier point, matérialisme empirique, je vais là convoquer sans doute ce qui est le premier livre de Spinoza, c'est le traité de la réforme de l'entendement. Traité de la réforme de l'entendement. Alors dans ma traduction, ça s'appelle traité de l'amendement de l'intellect. Alors c'est traduit du latin. Amendement, oui, c'est de l'amélioration, de la réforme. Réforme au sens où on va améliorer. Améliorer son entendement ou son intellect. Et dans ce traité-là, eh bien Spinoza, c'est un traité inachevé, un traité de jeunesse. Spinoza va distinguer ce que c'est pour lui qu'une idée vraie par rapport à une idée douteuse, à une idée fictive, à une idée fausse. Mais avant de faire tout ça, avant de faire quand même un développement assez technique, il y a tout un prologue, ce qu'on appelle un prologue, c'est les premiers paragraphes du bouquin, où il se raconte un peu, où il explique au fond comment lui, Spinoza, il est devenu un peu Spinoza. Il se raconte, alors il ne raconte pas vraiment sa vie, au sens où il dirait des choses intimes, mais il raconte comment il a décidé de s'engager véritablement dans la recherche d'un but qui soit en même temps la recherche d'un bien, mais d'un bien qui en vaille la peine. Comment il a essayé de changer de vie, peut-être même de transformer sa vie, pour pouvoir vraiment la consacrer à ce qui serait un bien véritable, éternel, comme il dit, qui lui donne une jouissance indestructible. Donc, il y a d'une certaine manière, on voit là un Spinoza en quête d'un absolu et montrant que la vie qu'il mène, ça ne lui satisfait pas. Ça ne le satisfait pas. Il n'est pas satisfait par l'expérience de vie quotidienne. Il dit au fond, il y avait 3 types d'objets que je cherche dans ma vie quotidienne. C'est d'un côté les plaisirs de la chair. Alors il ne développe pas, il parle de libido, donc on peut se dire que le premier de ces plaisirs, c'est le plaisir sexuel, mais c'est tous les plaisirs du corps. Donc premier type de bien, les plaisirs corporels, les plaisirs charnels, les plaisirs sensuels, comme on dit parfois. Deuxième objet qu'il recherche dans sa vie, l'argent. Il cherche à gagner suffisamment d'argent pour vivre bien. Donc les richesses, l'argent. Et puis troisième bien, la reconnaissance sociale. Avoir un statut tel que il puisse être reconnu comme peut-être pas honoré, mais enfin il parle quand même des honneurs. Donc on dirait aujourd'hui, reconnaissance sociale, c'est davantage un terme du monde contemporain, mais il dirait quelque chose comme ça, c'est-à-dire une des choses qu'il cherche, mais il dit en ce sens-là, je ne suis pas du tout différent de tout le monde, de l'homme du commun. Je cherche à la fois les plaisirs charnels, l'argent
et une forme de reconnaissance sociale, un certain statut, le fait eh bien, que mon plaisir soit aussi de voir dans le regard de l'autre une certaine forme d'assurance de ma position, de mon être. Au fond, il est en train de nous dire ce que ensuite, et que, enfin, qui est assez évident, mais c'est que on est, on va dire, heureux que aussi à travers le regard que portent les autres sur notre propre vie, et qu'il est très difficile de se soutenir de son seul regard sur soi-même, sur sa propre vie. On a besoin aussi que les autres, eh bien, nous reconnaissent, et cette reconnaissance, eh bien, Spinoza n'a pas du tout la mépriser. Il va même dire que c'était une des grandes choses qu'il recherchait dans la première institution, c'est comme ça qu'il parle, de sa vie. Et il va dire qu'au fond, tout ça, ça lui procurait quand même des joies, des plaisirs. On va voir que la joie, ça va être un terme qui a de plus en plus d'importance chez lui. Mais qu'en même temps, il y avait quand même une insatisfaction. C'est des biens, mais ce n'est peut-être pas des biens qui tiennent tout à fait leurs promesses. En tout cas, c'est quelque chose qui est peut-être indécidable chez Spinoza. Est-ce qu'il était en recherche d'un absolu et que c'est parce qu'il est en recherche d'un absolu qu'il ne se satisfait pas des biens de ce monde? Ou bien est-ce que l'expérience même de ces biens, des biens de ce monde font qu'on se rend compte qu'il y a quand même une insatisfaction? Alors il ne dirait pas que ce sont des faux biens radicalement. Il ne dirait pas qu'on a là affaire qu'à de l'illusion et qu'il faut se tourner vers un ailleurs. Ça, c'est quelque chose que dirait plutôt un philosophe de son époque qui s'appelle Pascal, et qui dirait au fond, oui, en effet, Blaise Pascal, il y a peut-être dans ces biens-là quelque chose de parfaitement illusoire, et qu'il faut se tourner vers un autre, vers un grand autre, avec un autre avec un grand A, Dieu, pour avoir quelque chose comme un vrai bien. Spinoza ne dira pas ça. Il dira, ce sont des biens, mais c'est peut-être des biens partiels. C'est peut-être des biens qui ne satisfont pas complètement une vie. Donc il a essayé, dit-il, à la fois de continuer à jouir de ces biens-là, et puis en même temps de s'engager dans une recherche d'un bien qui lui tienne toutes ses promesses, qui en vaille la peine, comme j'ai déjà dit. Et il se rend compte que concilier les deux manières de vivre, c'est difficile. Et qu'à un moment donné, il faut peut-être se consacrer totalement à la seconde recherche, et peut-être en finir avec la première manière de vivre. Et donc on sent qu'il est tiraillé. Il montre en quel sens, au fond, les biens matériels, c'est son expression, distraient l'esprit de la recherche, d'un engagement, mais d'un engagement chez lui, ce n'est pas seulement une recherche théorique, c'est une recherche existentielle, c'est tout le corps, tout l'esprit qui est engagé, c'est toute l'existence, et qu'au fond, il faut choisir quelle manière de vivre on veut avoir. Et il dit que d'une certaine manière, il a fallu qu'il se tourne radicalement vers une autre manière de vivre et qu'il fasse peut-être ce qu'on peut appeler de la philosophie, mais selon lui, la philosophie, ce n'est pas une activité avant tout, comme disaient certains philosophes, théorétique, c'est-à-dire tournée vers la théorie ou vers la contemplation. C'est une activité existentielle de recherche pratique de ce qui m'est utile. Et donc, il s'est dit qu'on ne pouvait pas concilier les deux manières de vivre, qu'il fallait vraiment s'engager. Et ce qui est intéressant, c'est que s'engageant dans une nouvelle manière de vivre, cherchant justement cette nature beaucoup plus forte, comme il dit, qui lui permettrait vraiment de jouir d'un bien qui tienne ses promesses, et d'emblée d'ailleurs la formulation est « Tel est donc le but auquel je tends, acquérir une telle nature et m'efforcer que beaucoup l'acquièrent avec moi. » C'est-à-dire, il est aussi de mon bonheur, de ma félicité, de m'appliquer à ce que beaucoup d'autres comprennent la même chose que moi, pour que leur intellect et leur désir conviennent tout à fait avec mon intellect et mon désir. Donc dès cet ouvrage de jeunesse, on se rend compte qu'il ne s'agit pas seulement d'une quête personnelle ou d'une quête égoïste. Il s'agit aussi d'une quête qui est tournée vers les autres. Mais la question sera de savoir, mais pourquoi ? En quoi le fait que d'autres acquièrent la même nature que moi ou comprennent les mêmes choses que moi, en quoi ça va augmenter le bien, la jouissance du bien que je cherche ?
Mais ça va être une grande constante dans la philosophie spinoziste, c'est qu'au fond, il va montrer que l'égoïsme bien compris, ça passe par une certaine forme d'altruisme. Si on veut vraiment être égoïste jusqu'au bout, eh ben, il va falloir s'allier les puissances des autres. C'est qu'on ne s'en sort pas tout seul. Et même on ne se sauve pas tout seul, parce que quand on regarde son grand livre, l'éthique, il est question de salut, de béatitude. Alors il va réinvestir tout le vocabulaire religieux de son époque, mais qui est encore valable aujourd'hui, mais il va le réinvestir il subvertit en même temps, en le subvertissant, c'est-à-dire que le salut, c'est pas à attendre d'une grâce extérieure, ça se fait aussi par soi-même. Mais ce qui est important, c'est qu'on ne s'en sort pas, on ne se sauve pas tout seul chez Spinoza. Et non pas par altruisme spontané dès le départ, non pas parce que les autres seraient gentils, bons et qu'il faudrait les sauver aussi, mais juste parce que l'union fait la force. On s'en sort plus si on est une communauté qui donne la force de s'en sortir que si on est tout seul. On a plus de chances de réussir à plusieurs que tout seul. Donc, c'est d'un strict point de vue égoïste, et on pourrait presque dire matérialiste, parce que je cherche le meilleur des biens pour moi, parce que je cherche la plus grande des jouissances pour moi, que je fais attention aussi que cette jouissance puisse être partagée. Alors sans doute partagée selon certaines conditions, parce que l'objection c'est, mais attends, on pourrait dire à Spinoza, les autres c'est aussi des êtres passionnés, c'est aussi peut-être comme toi, d'ailleurs Spinoza parfois, des imbéciles, c'est aussi des gens violents, c'est aussi des gens qui vont te mettre des bâtons dans les roues. Donc vouloir comme ça te sauver en alliant les puissances de l'autre, c'est très difficile. Et Spinoza va dire oui, c'est très difficile. C'est très difficile et c'est peut-être pas n'importe quels autres qui peuvent participer de mon salut, qui peuvent participer de ce changement de vie. Mais en même temps, ce sera avec la puissance des autres. Je ne pourrai pas faire sans. On ne s'en sort pas tout seul. Et sans doute, fondamentalement, parce que chez Spinoza, l'individu, il est socialement constitué. L'individu, il n'est jamais complètement isolé du départ. Il est un processus d'individualisation du social. Il est quelque chose qui existe par les relations avec les autres. Donc, l'individu existant par les relations avec les autres, s'il veut s'en sortir, il faut aussi qu'il s'en sorte avec les autres. Il ne pourra pas tout changer tout seul, il faut changer ensemble. Donc, l'altérité fait partie de moi et donc fait partie du projet de Spinoza. En tout cas, de ce Spinoza de jeunesse qui veut changer de vie, mais qui veut changer de vie en même temps que d'autres puissent en changer aussi, en même temps que d'autres en changent. Et que nous dit-il sur cet objectif qu'il cherche, sur cette vie qu'il veut essayer de transformer, sur ce bien qu'il veut acquérir? On n'en sait pas encore beaucoup, mais il nous dit en tout cas ceci: il y a quelques règles qu'il va falloir que je suive, que je respecte, si je veux obtenir cette vie meilleure. 1, nous dit-il, rester à la portée des gens ordinaires, tant en parlant qu'en faisant tout ce qui ne crée pas d'empêchement à ce que nous atteignions notre but. Car le profit que nous pouvons tirer des gens du commun, des gens ordinaires, n'est pas mince, pourvu que nous acceptions de nous mettre à leur portée, autant que faire se peut. Ajoute que de cette manière, amis seront les oreilles qu'ils prêteront à l'écoute de la vérité. Donc je ne vais pas faire de la philosophie dans ma bulle. Alors en même temps, quand on lit l'éthique, on peut se dire, Spinoza, c'est quand même... il faut des passeurs pour arriver à Spinoza. Moi, j'avais un prof qui m'a vraiment fait aimer Spinoza, mais ce que j'aimais, c'est ce qu'il me racontait sur Spinoza. Quand j'ai ouvert l'éthique, je me suis dit, ça n'a rien à voir avec ce qu'il me raconte. C'est du mensonge. Lui, il a l'air bien, il a l'air d'avoir trouvé quelque chose chez Spinoza d'intéressant, mais l'éthique elle-même, on ne peut pas dire qu'elle est à la portée des gens ordinaires, et on peut se dire, oui, c'est un ouvrage très technique, avec un jargon, avec un vocabulaire qui est très spécial, et on peut se dire, amis seront les oreilles qu'ils prêteront à l'écoute de la vérité. Oui, si on arrive à entrer dans ce que Bergson appelait une forteresse,
un cuirassé. Il ne disait pas une forteresse, il disait un cuirassé. Le cuirassé qui est l'éthique de Spinoza. D'une certaine manière, c'est vrai et c'est pas vrai, car quand on entre un petit peu, eh ben, on peut être emporté de plus en plus. Mais c'est vrai qu'il faut sans doute faire quelques efforts pour entrer. Et puis, mais ça c'est fidèle à la pensée de Spinoza, on n'y entre pas tout seul. Il faut y être aidé. Donc on ne change pas complètement tout seul, il faut aussi que d'autres, des appuis externes, viennent nous aider. Et puis, ça c'était la première règle, rester à la portée, dit-il, des gens ordinaires, même si ce n'est peut-être pas une règle qu'il aura donc suivie dans tous ses écrits. Des délices, ou alors des plaisirs, jouir autant qu'il suffit pour préserver la santé. Là aussi, on voit que cette deuxième règle, c'est la règle aussi de ne pas mépriser les plaisirs, et sans doute aussi les plaisirs du corps. Première règle, je dirais quand même, avoir un rapport à l'autre qui soit un rapport où alors peut-être plus où je cherche forcément la reconnaissance, mais où je cherche quand même un soutien parce que avec les autres, je vais m'en sortir. Au fond, Spinoza dira, j'avais 3 biens qui m'omnubilaient, qui m'obsédaient, l'argent, les plaisirs sensuels, la reconnaissance sociale. Eh bien, il va falloir chacun de ces 3 biens, non pas du tout les écarter, contrairement à ce qu'il pensait au début, mais les subordonner à la recherche d'un bien véritable. C'est-à-dire que le rapport à autrui, il va falloir le conserver, à garder, alors peut-être pas en cherchant une reconnaissance, mais en cherchant en tout cas un soutien chez l'autre, parce qu'on ne s'en sort pas tout seul. Les plaisirs, il va falloir aussi, tant qu'ils ne sont pas nuisibles à la santé, il va falloir aussi les rechercher. Et l'argent, enfin, le rechercher autant qu'il suffit pour maintenir la vie et la santé, et pour imiter les mœurs de la cité qui ne sont pas opposées à notre but. Donc là aussi, il y a l'idée de ne pas faire sécession par rapport au commun des mortels, de ne pas vivre dans son monde à soi, avec ses règles à soi. Encore une fois, non pas parce qu'il s'agit de manière un peu supérieure de changer la vie des autres, en leur disant « bon, moi j'ai découvert la vérité, maintenant je vais vous dire comment vivre », mais parce qu'il fait partie de son utilité à lui, à Spinoza, que d'autres l'accompagnent et même le soutiennent dans son cheminement. Donc, c'est l'idée que finalement, l'argent, les biens du corps et le rapport à autrui, ça doit être maintenu. Donc, on ne peut pas dire que Spinoza, bien sûr, soit matérialiste au sens où il va réduire tout bien au bien matériel, mais on peut dire que, dès le début de sa vie, et jusque dans son éthique, et même dans sa politique, la question des biens matériels a son importance, car on ne s'en sort pas sans ça. La question du rapport aux autres a une importance, la question de la santé a une importance, et on va voir d'ailleurs que le corps tient une place centrale dans la pensée de Spinoza. Donc, d'un point de vue empirique, Spinoza, on ne peut pas dire est matérialiste au sens où, pour lui, il n'y a que les biens matériels, mais en tout cas, il ne dira jamais que les biens matériels sont des faux biens. Il dira au contraire qu'il en faut de ces biens matériels pour justement rechercher autre chose. Sinon, justement, on n'est que dans peut-être la survie, et dans cette survie-là, on n'arrive pas à se consacrer à une vie plus épanouie, plus pleine. Au deuxième sens maintenant, au sens ontologique, qu'en est-il du matérialisme de Spinoza, au sens de la réflexion sur la nature même de l'être, de la réalité? Bien, Spinoza nous dira le corps a toute son importance, à la fois dans la réflexion, dans la pensée, dans le développement de l'intelligence, mais aussi dans l'éthique, c'est-à-dire dans ce que Spinoza va appeler le passage d'une vie passive à une vie plus active, le devenir actif, si vous voulez, ou encore la recherche du salut, de la béatitude. Le corps a toute sa place. Alors pourquoi ? Là, il faut peut-être entrer un peu dans le système de Spinoza. Spinoza nous dit, au fond, alors il prétend le démontrer, mais je vais vous le faire en résumé, il n'y a pas ce monde-ci et puis un au-delà.
un monde qui serait, je ne sais pas, comme chez Platon, le monde intelligible au-dessus du monde sensible, ou un monde des idées qui serait déconnecté du monde matériel. Il y a une seule nature. Et cette nature, Spinoza va l'appeler Dieu. Deus sive natura, il parle en latin, Dieu, c'est-à-dire la nature. La nature, c'est Dieu. Et Dieu, c'est la nature. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que d'une certaine manière, eh bien, la matière a la même dignité ontologique que la pensée. La même, ni plus ni moins. D'une certaine manière, Spinoza nous dit, la matière, c'est une des dimensions de la nature. Une. Mais ça ne veut pas dire que la nature est tout entière matérielle. Ça veut dire qu'on peut appréhender la nature dans sa dimension matérielle. C'est un genre d'être. Mais la nature, ou encore Dieu, est aussi de la pensée. C'est une autre façon d'aborder la même nature. Donc ce sont, dans le langage de Spinoza, des attributs de Dieu, c'est-à-dire ce sont des genres d'êtres qui constituent la nature même de Dieu ou de la nature avec un grand N. Il n'y a qu'une nature qui peut s'appréhender de différentes manières. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que ce que vous êtes, vous, c'est une partie de la nature dont vous suivez les lois, une partie donc de la matière, qu'on appelle un corps, et puis aussi une partie de la pensée en un sens absolu, qu'on appelle un esprit. Spinoza dira au fond, vous êtes un corps et un esprit, mais ces deux choses, c'est une seule et même chose, considérée sous des points de vue différents. C'est-à-dire qu'il n'y a pas pour Spinoza d'interaction entre le corps et l'esprit, c'est une seule et même chose, mais appréhendée sous deux points de vue, sous deux genres d'êtres différents, ces genres d'êtres qui constituent justement l'essence même du réel, à savoir la matière ou la pensée. Donc le corps, c'est cette portion de matière que vous êtes. L'esprit, c'est cette portion de la pensée que vous êtes. Et d'une certaine manière, qu'est-ce que vous êtes ? Vous êtes un esprit uni à un corps, mais Spinoza nous dira, si vous êtes biologiste, vous étudierez l'individualité sous la catégorie de la matière, donc en étudiant le corps, en étudiant les capacités du corps, notamment les capacités du cerveau. Si vous êtes psychologue, si vous êtes intéressé par le langage, si vous êtes, vous allez plutôt étudier l'individualité dans la perspective de sa pensée, de son esprit. Mais d'une certaine manière, c'est la même chose que vous étudiez sous deux rapports différents. Et même Spinoza va plus loin, il va dire, au fond, votre esprit, qu'est-ce que c'est ? C'est une conscience, mais une conscience incarnée. Une conscience qui est investie dans un corps. Dans le langage de Spinoza, il nous dit, qu'est-ce que c'est que votre esprit ? C'est l'idée de votre corps. C'est la conscience, pas toujours très juste, pas toujours très claire, mais la conscience de ce qui se passe dans le corps. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que quand je perçois les choses du monde, j'ai des idées, j'ai des représentations, mais ces idées, ces représentations, c'est avant tout l'idée de ce que les autres corps du monde environnant produisent comme effet dans mon propre corps. J'ai l'idée avant tout d'un effet et non pas des causes. J'ai l'idée de la façon dont je suis affecté par les corps environnants, par le monde environnant. Je vous prends un exemple, il dit, quand vous voyez le soleil dans le ciel, au-dessus de votre tête, vous le voyez comme une petite boule jaune, vous le voyez même se déplacer. Alors c'est rare qu'on voit le soleil se déplacer, mais on peut voir un coucher de soleil, on peut voir le soleil à telle position le matin, à telle autre position le soir. Spinoza dira, cette idée, elle en dit plus long sur la manière dont votre corps est affecté par le soleil, et au fond aussi par plein d'autres corps, parce qu'il y a l'atmosphère, il y a tout ça,
que la réalité même de ce corps céleste qu'est le Soleil. Ça en dit plus long sur la façon dont vous êtes affecté que sur la réalité même des choses. Mais d'une certaine manière, c'est une première façon de connaître le monde. C'est ce que Spinoza appelle le premier genre de connaissance, c'est-à-dire la connaissance des effets que le monde me fait. Et mon premier rapport au monde, c'est les idées des effets que les corps extérieurs produisent sur mon propre corps. Alors comment ensuite passer à un autre genre de connaissance ? Eh bien, en comprenant justement les lois à travers lesquelles ces effets sont faits. Par exemple, pour continuer dans mon exemple du soleil qu'on perçoit comme une petite boule jaune au-dessus de notre tête, eh bien, passer à un autre genre de connaissance, pour parler le langage de Spinoza, ce serait comprendre pourquoi je me représente le soleil comme une petite boule jaune au-dessus de ma tête. Ce ne serait pas seulement de dire c'est une illusion, attention, la réalité est complètement différente. Ce serait de dire cette première manière de connaître, elle s'explique au fond par votre position dans le système solaire, avec votre position sur la Terre, la position de la Terre autour du Soleil, la position de la Terre qui tourne sur elle-même en tournant autour du Soleil, etc. Et en connaissant les lois de la perception, en connaissant les lois qui, justement, organisent tous ces corps-là, vous comprendrez quel effet, quel effet, vous voyez donc, quel effet est fait sur vous par le Soleil. Et d'ailleurs, Spinoza dira, vous ne changerez peut-être pas de premier genre de connaissance. Vous continuerez, même le plus grand des savants ou des plus grands des astrophysiciens, il voit des couchers de soleil, il voit le soleil se coucher. Il a beau savoir que le soleil ne se couche pas, il verra le soleil se coucher et il en jouira même peut-être. Donc on peut dire que le premier genre de connaissance n'est pas annulé par le deuxième, mais que le deuxième permet de comprendre le premier. Et puis Spinoza distingue un autre genre de connaissance dont on pourra peut-être parler, qui est la science intuitive, c'est-à-dire non plus une connaissance par les lois, mais une connaissance par l'intuition. Et peut-être, comme disait Deleuze, certains individus, sans en passer par la connaissance rationnelle des lois, de la nature, ont une science intuitive des choses qui leur permet vraiment d'accéder à la réalité, mais par une connaissance plus directe. Alors, ce n'est pas une intuition qui serait mystérieuse, et Spinoza essaie de l'expliquer, mais elle reste quand même, si elle n'est pas mystérieuse et énigmatique, elle est difficile à comprendre. Quoi qu'il en soit, si je veux conclure sur mon deuxième point, est-ce que Spinoza est matérialiste en un sens ontologique ? Eh bien, on pourra dire oui et non. Non en tant qu'il ne réduit pas la pensée à la matière. Ce sont deux genres d'êtres. On pourrait dire que la matière est attribuée à Dieu ou à la nature. La matière est donc divinisée d'une certaine manière, puisqu'elle est une des dimensions de Dieu, mais c'est parce que Dieu, vous avez compris, est immanent au monde. Il n'est autre que la réalité dans son absolue infinité. C'est la totalité de tout ce qui est, totalité sans doute non totalisable, c'est une totalité infinie. L'être, ou Dieu, c'est à la fois de la matière et c'est aussi de l'intelligence, on peut appeler ça comme ça, ou de la pensée, qui est une autre dimension du réel. Et d'une certaine manière, alors, le geste fort de Spinoza, c'est bien sûr de ne pas dire que Dieu crée la matière en étant en retrait de la matière. Parce qu'on n'est plus justement dans une philosophie de la création. On est plutôt dans une philosophie de la production. Tout ce qui est produit à même Dieu. Dans le langage spinoziste, il dirait Dieu est cause immanente de toute chose, et non pas cause transitive. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Ça veut dire que Dieu crée toute chose en lui-même, selon des lois déterminées, et non pas en dehors de lui-même, dans une création. Dieu, c'est tout autre chose pour Spinoza qu'un être qui serait à la fois le créateur, séparé de ses créations, de ses créatures, et le juge. Souvent, ça va ensemble dans les systèmes qui pensent la transcendance, c'est-à-dire un Dieu créateur, coupé de sa création, même si bien sûr il l'a créé, et puis ensuite juge notamment des créatures qui sont faites à son image, des créatures dotées de libre arbitre, les créatures qu'il jugera ensuite et qu'il récompensera ou châtiera selon l'existence que ces créatures ont menée. Bon,
Spinoza, justement, veut en finir avec tout ça en disant que si Dieu est un être absolument infini, eh bien, il ne peut être que immanent au réel lui-même. C'est le réel dans toutes ses dimensions, notamment sa dimension matérielle et sa dimension de pensée. Donc ça veut dire que la pensée n'est pas une émanation de la matière, la pensée n'est pas une fonction du corps, la pensée n'est pas quelque chose qui serait produit par la matière. Non, la pensée, ça a une existence, ça a une réalité, mais ça n'a pas une moindre réalité par rapport à la matière, mais surtout, la matière elle-même n'a pas de moindre réalité par rapport à la pensée. Il faut considérer les deux à égalité, si vous voulez. Alors parfois, pour dire ça, on parle de parallélisme chez Spinoza. On dit qu'il y a la parallèle de la pensée, puis la parallèle de la matière ou de l'étendue, parce que le mot qu'utilise Spinoza, c'est l'étendue, l'extension. C'est comme ça qu'au XVIIe siècle, on parlait, on va dire, de la matière spatialisée. Et même c'est une puissance d'extension, puisque c'est de l'espace, on pourrait plutôt dire c'est une puissance de production d'espace, c'est une puissance spatialisante. Alors, il y a des physiciens aujourd'hui qui parfois s'emparent de Spinoza en disant qu'il y a quand même des choses très proches de la manière dont aujourd'hui on conçoit la matière. Bon, peu importe, de toute façon, on ne va pas dire que Spinoza avait tout anticipé, mais c'est vrai que, d'une certaine manière, il pense les choses dynamiques, et surtout, il n'est pas réductionniste. Il ne pense pas que la pensée peut se réduire à la matière, qu'on va comprendre l'esprit juste en examinant les neurones d'un cerveau, même si pour lui, examiner les neurones d'un cerveau, c'est très important. Mais les lois du cerveau ne sont pas les mêmes que les lois de la pensée. On a affaire à deux types de réalités. Donc la pensée, ça a une réalité. Il ne s'agit donc pas de réduire l'un à l'autre, mais pas non plus de faire, je ne sais pas, de la pensée quelque chose de magnifique, alors que la matière, elle, serait du côté du périssable, de l'inintéressant. Spinoza dira, au fond, pour bien développer sa pensée, il faut bien développer son corps. Et donc ça veut dire que les choses vont ensemble, en parallèle. Alors ce terme de parallélisme a parfois été contesté parce que, d'ailleurs, si vous représentez des parallèles, souvent, alors là c'est pas tout à fait parallèle, mais on se représente la parallèle du dessus comme étant la pensée et la parallèle du dessous comme étant la matière. C'est l'image spontanée. Faut faire attention parce que ces images, en même temps qu'elles sont un support pour comprendre les choses, elles peuvent faire écran. Elles peuvent être un biais qui va nous faire mal comprendre les choses. Donc, plutôt que de parler de parallélisme, parlons d'égalité, d'égalité entre ces deux genres d'êtres que sont la pensée et la matière, ou encore entre l'esprit et le corps. Et pour Spinoza, un esprit qui se développe, c'est un esprit qui est l'idée d'un corps qui lui-même se développe. Et qu'est-ce que ça veut dire pour se développer ? Ça ne veut pas seulement dire se développer musculairement, organiquement. Ça veut dire ça aussi. Ça veut dire marcher, ça veut dire pouvoir bien respirer. Mais c'est surtout un corps qui va se développer affectivement, dont la surface sensible va être déployée. Un corps qui va être sensible, notamment à l'autre, aux autres choses, et qui va avoir une puissance d'affecter, mais aussi d'être affecté, qui se déploie. Donc pour Spinoza, on n'est pas dans un système, vous l'aurez compris, platonicien ou même chrétien, qui affirme qu'au fond, le salut de l'esprit, ça passe par la mort du corps. Platon avait ce célèbre formule « soma », soma comme dans somatiser, c'est le corps en grec, « soma, séma », le corps tombeau. Alors séma, en fait, c'est un jeu de mots, parce que séma, c'est à la fois le tombeau, et c'est aussi, ça donnait sémantique, le signe. Donc le corps, c'est à la fois ce qui signifie la pensée, chez Platon, mais c'est aussi ce qui est comme un tombeau de l'âme. Et toute la vie philosophique consiste à s'arracher de cette pensée incarnée pour penser, on va dire, sans le corps. S'arracher de ce tombeau. On n'est pas du tout dans ce même schéma avec Spinoza, puisque c'est au contraire en déployant les aptitudes du corps que l'esprit peut déployer ses aptitudes à connaître. La puissance de penser, elle est parallèle à la puissance d'agir du corps. Donc,
on peut dire que d'une certaine manière, même si Spinoza n'est pas un réductionniste, même s'il n'est pas matérialiste au sens où il dirait il n'y a que de la matière, eh bien il montre qu'il faut prendre en considération la matière, il faut prendre en considération le corps et ses puissances si on veut savoir ce dont est capable un esprit. Un esprit ne pense pas sans un corps, et un esprit pense d'autant plus que le corps est lui-même sensible. Dernier point sur lequel je voudrais conclure, c'est ce matérialisme méthodologique dont j'ai parlé au début en intro. C'est peut-être là que Spinoza est le plus matérialiste, c'est qu'au fond, il nous dit, pour comprendre l'esprit, pour comprendre les sentiments, ce qu'on appelle aujourd'hui les ressentis ou les vécus. D'ailleurs, Spinoza dirait c'est vécu, mais c'est aussi vivant. Vécu, c'est peut-être un terme trop passif. Il faut aussi penser l'activité même des individus. Même l'individu le plus passif, d'ailleurs, a toujours un peu une puissance d'agir. Parfois une puissance d'agir inhibée, mais une puissance d'agir. Et c'est vrai que Spinoza a toujours une attention à la positivité des êtres. Ce qui est d'ailleurs difficile, hein. Le troisième genre de connaissance, c'est penser justement la pleine puissance, la pleine positivité des êtres. Certains êtres qui sont nos ennemis intimes ou nos ennemis politiques, on a du mal à penser leur positivité intrinsèque. Mais c'est ce vers quoi nous convie, c'est ce à quoi nous convie Spinoza, c'est justement à penser chaque être comme une partie de la puissance infinie qu'est la nature ou qu'est Dieu. Donc penser chaque être dans sa puissance d'agir. Et aussi dans la nécessité qui le fait agir. D'où peut-être une formule qui résume assez bien son éthique. Sa formule, c'est ne pas rire, au sens de se moquer, parce que Spinoza distingue deux formes de rire. Le rire, on va dire, de la plaisanterie, le rire, on va dire, qui est avec l'autre, et puis le rire contre. Donc peut-être on préfère la distinction entre l'ironie méchante, amère, désabusée, l'ironie contre, et le rire qui peut être un peu moqueur, mais qui associe l'autre avec soi. Il y a toujours ce geste chez Spinoza. Donc, ne pas rire au sens de mépriser, ne pas rire, ne pas mépriser, ne pas maudire les actions humaines, les autres, mais comprendre. Et pour comprendre, il faut aussi y associer les autres. Donc, il y a cette idée de comprendre qui est très importante pour lui. Et d'une certaine manière, c'est là que se joue l'enjeu de son éthique. L'enjeu fondamental, c'est comprendre, et donc en finir avec des attitudes de mépris, des attitudes de surplomb, des attitudes de donneurs de leçons. Mais en même temps, donc, il s'agit de comprendre, et de comprendre tout. Bien sûr, les corps, mais aussi les manières dont on expérimente des affects, les manières dont on pense. Et chacun est sujet à des affects, à des idées, et peut justement entreprendre ce cheminement qui consiste à se comprendre en comprenant aussi les autres. Mais comprendre, pas seulement pour comprendre, parce que sinon on fera de l'éthique de Spinoza une éthique intellectualiste, où on se dira, au fond, on s'en sort en comprenant. Non. Comment on se sauve, comment on s'en sort? En développant une puissance. Alors une puissance de comprendre, une puissance aussi d'être affecté, de ressentir des choses. Mais cette puissance-là, quand elle se développe, Spinoza l'appelle la joie. Qu'est-ce que c'est que la joie? Il y a une définition toute simple, c'est l'augmentation de la puissance d'agir. C'est le passage d'une certaine perfection, comme il dit, à une perfection plus grande. Alors c'est bien son vocabulaire, ça, parce que pour lui, la perfection, elle est là tout le temps. On est tous aussi parfaits qu'on peut l'être, étant donné les conditions dans lesquelles on vit. La perfection, ce n'est pas avant tout un modèle. C'est l'être même des choses. Mais ça ne veut pas dire pour autant, c'est un des grands défis de l'éthique de Spinoza, qu'on va se contenter de la perfection qu'on a ou qu'on est. Il s'agit de se perfectionner aussi, au sens spinoziste, mais donc d'augmenter sa perfection, d'augmenter sa puissance. Puissance, perfection, c'est la même chose pour lui. Donc il s'agit d'expérimenter de la joie, de jouir de sa puissance de plus en plus. Mais de jouir d'une puissance qui n'est pas une puissance d'arraisonnement de l'autre, qui n'est pas une puissance contre l'autre, mais avec l'autre. Et pourquoi? Parce que selon lui, on jouit mieux de sa puissance. Ce qui est peut-être un des problèmes. On pourrait se dire, mais d'une certaine manière, chacun veut le plus de puissance possible.
Et celui qui veut gagner beaucoup d'argent, il veut le plus de puissance possible. Celui qui veut le plus de pouvoir politique, il veut le plus de puissance possible. Oui, mais dira Spinoza, la puissance, elle est la plus grande possible et on peut en jouir surtout le plus possible quand on a des alliés. Et donc quand cette puissance, c'est une puissance de convenance, d'alliance avec l'autre, et non pas une puissance de destruction. Donc la meilleure manière de jouir égoïstement de sa puissance, c'est au fond de s'allier les autres et non pas de se les aliéner, d'une certaine manière. Alors je ne sais pas combien de temps il me reste, peut-être une minute, ouais, une minute ou deux. Donc Spinoza, au fond, eh bien, est ému par ce désir-là de comprendre, mais de comprendre, au fond, pour éprouver ce qu'on pourrait appeler l'affect de l'intellect, l'affect de la compréhension. Son éthique, elle n'est pas intellectualiste au sens où elle est quand même affective. Qu'est-ce que c'est que... comment on s'en sort? Eh bien, on s'en sort en éprouvant des affects qui ne sont peut-être pas les joies toujours ordinaires, qui sont des joies qui, selon lui, eh bien, nous donnent le goût d'exister, nous font ressentir la vie plus intensément. Donc on est plus du côté d'une éthique de l'affect, et de l'affect, bien sûr, qui s'appuie sur la compréhension de soi et des autres, mais une éthique qui essaye, au fond, je dirais, de déployer la puissance sensible à la fois du corps et de l'esprit. Alors, ce dont je n'ai pas parlé, mais qui vaudrait aussi la peine d'être développé, c'est la manière dont Spinoza conçoit les développements de sa philosophie d'un point de vue politique. Car, bien sûr, d'une certaine manière, Spinoza va nous dire que le meilleur système, mais auquel on n'est jamais encore parvenu, c'est la démocratie. Mais pourquoi? Pas parce que c'est bien en soi, la démocratie, parce que c'est là où la puissance du collectif est la plus grande. Mais la démocratie, quand on lit les pages de Spinoza, c'est pas trop ce qu'on vit en ce moment. Et c'est peut-être un régime qu'on n'a jamais vécu. On est plutôt dans des formes d'aristocratie, dira-t-il, de monarchie. Bon. Mais dès qu'il y a une captation de la puissance par un pouvoir qui verticalise justement la puissance et non pas qui la pense de façon immanente, eh bien, on est justement dans des régimes politiques qui ne sont plus des régimes démocratiques. Mais encore une fois, s'il est pour la démocratie, c'est pas parce que, je ne sais pas, le peuple, ce serait bien, ou parce qu'il faut penser aussi aux autres, parce qu'il faut d'emblée se préoccuper des injustices. Oui, bien sûr, il y a ça. Mais parce que, d'un point de vue tout à fait égoïste, c'est là que, du point de vue où on en est, on va intensifier au maximum sa puissance d'exister dans un système véritablement démocratique. Donc, bien sûr que ça veut dire qu'ensuite, on va prendre en considération l'autre dans sa vulnérabilité, dans ses impuissances, et qu'on va, sans doute, autant qu'on peut, si on est spinoziste, venir en aide à autrui. Mais, encore une fois, non pas par un altruisme échevelé, mais parce qu'on y comprend vraiment son intérêt. Et c'est une des leçons un peu de l'éthique de Spinoza, c'est penser cette immanence, penser aussi ces alliances, mais toujours sur le fond d'une affirmation de soi la plus grande possible. Je vous remercie. Merci pour cet exposé très clair et très organisé. Alors, je pense que du coup, vous avez des questions. Je peux essayer comme ça, mais... Ouais, ça y est, ça marche. Oui, peut-être une dimension que vous n'avez pas trop abordée, moi qui m'intéresse beaucoup, c'est le rapport entre le fini et l'infini. C'est-à-dire que l'homme est un mode, donc, entre autres, sous l'attribut de la pensée, est un mode fini de cette pensée. Et donc, j'aimerais comprendre, quand Spinoza, par rapport à l'éternité,
quand il dit que nous savons et nous expérimentons que nous sommes éternels, c'est ce qu'il veut dire exactement. Parce que, est-ce qu'il veut dire qu'au moment où nous vivons, nous faisons partie de quelque chose qui est éternel, puisque la substance est infinie et éternelle. Voilà. Alors quel est le rapport entre cet être fini que nous sommes et cette substance infinie et éternelle ? Kant, par exemple, disait que seul un sujet fini peut penser parce que c'est le manque qui lui permet de symboliser. Vous voyez, donc voilà, j'ai un petit problème avec ça. D'accord. Merci de votre question. Alors, je vais reprendre des éléments. Vous avez même donné des éléments de réponse dans votre question. En effet, Spinoza nous dit, alors vous avez utilisé le mot de mode, que nous sommes en effet des modes ou des modifications de la réalité. Alors, je ne vais pas utiliser ce vocabulaire, mais c'est vrai qu'il parle en termes de substance. La substance, c'est le réel qui se suffit et qui existe par lui-même, qui est cause de lui-même, comme il dit. Et puis, ce qui existe, c'est à la fois cette substance et puis les modalités. Les modalités de cette substance, vous en êtes une des modalités, j'en suis une autre. Alors, mon corps est une modalité, très précisément, de ce genre d'être ou de cet attribut de la substance qu'est la matière. Mon esprit, c'est une modalité, une modification, une partie, on pourrait dire aussi, de cet autre genre d'être ou de cet autre attribut qu'est la pensée. Et d'ailleurs, Spinoza, et là peut-être on tombe un peu dans la science-fiction, nous dit, mais des attributs des genres d'être, il n'y a aucune raison qu'il n'y en ait que deux. On connaît la matière et la pensée comme dimension infinie de l'être, parce que nous sommes un esprit et un corps, mais il y a peut-être une infinité d'attributs eux-mêmes infinis. Donc en effet, la matière est infinie, mon corps est une partie finie de la matière. La pensée est infinie comme dimension de l'être, mais mon esprit est une modalité finie de cette pensée infinie. Alors, un des grands problèmes chez Spinoza, c'est de comprendre comment s'articule la finitude de l'homme dans son corps, dans son esprit. Je ne peux pas tout comprendre. Je ne peux pas agir sur tout. Mon corps est fini, il a ses limites. Mon esprit est fini, il a ses limites. Et pourtant, je suis inscrit dans quelque chose qui est purement positif et qui est lui-même infini. Eh bien, justement, je pense qu'il y a à comprendre qu'il y a une conversion du regard à avoir. C'est-à-dire que Spinoza nous dira, oui, vous êtes fini, mais vous êtes fini dans la mesure où vous vivez selon cette finitude. C'est-à-dire que ce n'est pas votre finitude. D'ailleurs, le mot n'existe pas dans le vocabulaire de Spinoza, c'est moi qui m'exprime comme ça. Votre finitude n'est pas un destin, n'est pas du tout quelque chose qui est le dernier mot de votre existence. Vous êtes plutôt une expression, une modalité de cette puissance infinie. Une expression précise, déterminée. Mais elle est limitée en tant qu'elle se vit dans des limites, en tant qu'elle pense par rapport à des limites. Mais si vous pensez ce que vous êtes et que vous le rapportez justement à cette puissance infinie, eh bien, vous êtes quelque chose qui n'est, je dirais, ni infini ni fini, qui est d'ailleurs indéfini. Par vous-même, vous existez autant que vous pouvez. Spinoza a dit, intrinsèquement, chacun fait effort pour persévérer dans son être. C'est ce qu'il appelle le conatus, un terme qui est très important chez Spinoza. Conatus, c'est pour dire l'effort que chaque chose fait pour persévérer dans son être. La bouteille, elle persévère dans son être de bouteille. Elle a une petite puissance d'affecter, son corps peut quand même, a une certaine plasticité. Bon. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle ne s'auto-détruit pas comme ça. Pour la détruire, il va falloir qu'une puissance s'exerce de l'extérieur, qui la détruise, qui détruise ce corps. Mon corps, qui est un petit peu plus complexe, dit Spinoza, que celui de la bouteille, fait aussi effort pour persévérer dans son être. Et cet effort est intrinsèquement indéfini. Il n'y a pas de limite finie en lui-même. Qu'est-ce qui va faire la finitude ? Une cause extérieure plus forte qui va me détruire. Donc Spinoza pense que la destruction, la mort, la finitude au sens propre du terme, elle vient toujours d'une altérité qui me contrarie. La mort, elle me vient de l'autre. Et même quand je me suicide, et Spinoza parle des comportements autodestructeurs, même quand je me suicide, c'est qu'une altérité négative, je l'ai intériorisée. Mais que d'une certaine manière, il y a un combat en moi qui se fait. Mais ce que je suis, ça fait effort pour persévérer dans son être, car j'exprime une puissance. C'est ce que j'essayais de dire en disant que Spinoza était attentif toujours au noyau d'activité, au noyau de positivité des êtres. Et d'une certaine manière,
en tant que je ne me rapporte pas à des choses qui me détruisent, mais en tant que je me rapporte, que j'arrive à me considérer dans cette immanence au réel, eh bien, j'ai quelque chose d'éternel. Mais ce n'est pas une éternité au sens d'un temps indéfini, ce n'est pas une éternité au sens d'un autre monde, c'est une éternité qui se vit maintenant. Et Spinoza nous dit en effet, et ça c'est vrai que c'est difficile à comprendre, hein, nous sentons et nous expérimentons, il dit rarement je d'ailleurs, c'est nous sentons et nous expérimentons que nous sommes éternels. Ah bon? Mais il dit le problème c'est qu'on confond cette éternité avec l'immortalité, on la temporalise. Et du coup, on croit que, on sent bien qu'il y a quelque chose dans notre être qui peut-être qui pourrait demeurer. Et on va penser ça en termes de continuité indéfinie du temps, on va penser ça en termes d'immortalité, et ensuite vont se développer les religions qui nous vendent de l'immortalité de l'âme. Spinoza nous dit, mais l'éternité, c'est pas demain, c'est maintenant. Vous pouvez, d'ailleurs, l'éternité, elle ne dure pas au sens propre. Elle est au-delà du temps. C'est une autre manière de vivre, d'une certaine manière. Et il y a des moments d'éternité, je dirais, ou des expériences d'éternité, où là, on sent qu'on coïncide avec quelque chose de substantiel, de réel. Et Spinoza dit, c'est là que, et notamment aussi dans l'expérience de choses qu'on comprend, alors pas forcément en les intellectualisant énormément, mais on a compris, et en même temps on vit, parce que cette compréhension n'est jamais hors sol, elle est dans une expérience, on comprend en vie quelque chose qu'il appelle éternel et qui pour lui est quelque chose d'indestructible. Et donc ce rapport-là, c'est plus vraiment un rapport du fini à l'infini, c'est un rapport, on dirait, du mode à la substance qui le fait être. Parce que d'une certaine manière, je ne suis pas la substance, mais j'en suis quand même une expression. Et donc, Spinoza nous dit, il y a une manière de vivre qui est de se rapporter au réel de telle sorte que j'expérimente cette éternité. Donc je ne dis pas que c'est tout à fait compréhensible et qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu mystérieux, et surtout qu'il réinvestit, surtout dans la dernière partie de l'éthique, il y en a 5, dans la 5e partie, tout le langage, tout le vocabulaire religieux, mais justement pour le transformer, pour le subvertir et pour, au fond, déployer une philosophie immanente. Donc voilà, c'est peut-être 2 façons de se rapporter à la fois cognitivement, c'est-à-dire dans sa connaissance, mais aussi expérimentalement et existentiellement au réel. La plupart du temps, on vit dans la finitude, dans la frustration. Et donc là, on se dit qu'on est des êtres finis. Et puis, il y a peut-être des moments où, justement, cette question de la finitude ne se pose plus. Ce n'est pas ça le problème. Ça ne veut pas dire qu'on se dit qu'on est infini, mais ça veut dire qu'on n'est plus justement dans cette question de la finitude. Et je termine sur un point que vous avez aussi formulé, qui est intéressant, c'est cette question du manque. Au fond, c'est une grande perspective chez Spinoza. C'est que cet effort, que Spinoza appelle aussi le désir de vivre, il ne procède pas fondamentalement du manque. Platon dira, au fond, on désire quand on manque. C'est parce qu'on manque d'un être qu'on désire cet être. C'est parce qu'on manque d'une chose qu'on désire cette chose. Spinoza dira, plus fondamentalement, bien sûr, le manque, l'expérience du manque, ça existe. Mais si on désire, c'est que déjà on est une puissance désirante. C'est que c'est notre être qui s'affirme. Ensuite, bien sûr, des fois on expérimente des choses, on les a plus, mais ça c'est plus de l'ordre de la tristesse, c'est pas le désir. Il nous dira, on confond le désir et la tristesse lorsqu'on rabat le désir sur le manque. L'expérience du manque, c'est au fond l'expérience de la tristesse plus que du désir. Et chez Spinoza, il y a 2 notions de désir. Il y a la notion de la cupiditas, le désir au sens positif, et puis un autre désir, c'est le desiderium. Et il dit, on peut dire que c'est un affect de désir, mais au fond, fondamentalement, c'est un affect de tristesse. C'est le désir en tant qu'il est frustré, en tant qu'il est arrêté, en tant qu'il n'arrive pas à jouir. Et c'est là qu'on fait l'expérience du manque. Mais pour lui, ce n'est pas la vérité du désir, ça. C'est souvent la manière qu'on a d'expérimenter un désir, parce qu'on n'a pas assez d'argent, parce qu'on n'a pas assez de reconnaissance sociale, parce qu'on en veut plus, parce qu'on veut être aimé, parce qu'on trouve que l'autre est injuste. Bon, toutes ces expériences de frustration, de manque, sont des expériences qui constituent notre vie, mais qui ne sont pas, au fond, des expériences du désir en lui-même. Ce sont des expériences de la tristesse du désir. Et la tristesse, chez Spinoza, c'est l'inverse de la joie, c'est la diminution de la puissance, ou c'est l'inhibition de la puissance.
Donc il y a, si vous voulez, 3 directions. Quand ma puissance augmente, c'est la joie. Quand ma puissance va vers un objet, c'est le désir. Et quand ma puissance diminue ou est arrêtée, c'est la tristesse. Il nous dit, voilà 3 affects fondamentaux, joie, désir, tristesse. On pourrait reconstruire toute notre vie affective à travers ces 3-là. Mais il ne faut pas confondre. Le désir, il se comprend comme affirmation de puissance, fondamentalement, et non pas comme manque, intrinsèquement. Donc, c'est là, par exemple, qu'il y aurait, même s'il y a des aires de famille, par exemple, entre Freud et Spinoza, tous deux s'intéressent à la vie des affects, Freud dira que, fondamentalement, le désir est travaillé par le manque et même par la pulsion de mort, etc. Chez Spinoza, la pulsion fondamentale, c'est la pulsion de vie. Et la mort, elle est toujours extérieure. Le manque, il vient du fait que notre pulsion, que notre affirmation d'être trouve des obstacles. Donc, ce n'est pas le manque qui fait le désir, c'est la puissance de vie. C'est une petite remarque. Moi, ça m'a beaucoup rappelé la phrase de Sartre que je ne saurais pas citer, mais je suis un homme parmi les hommes, etc., qui les vaut tous, etc. Ça, c'est donc une chose. Et deuxièmement, le rapport de Sartre aussi avec le corps, enfin, avec les bonheurs, enfin, avec la vie sensuelle. Oui, mais je pense que... je vais répondre vite, là, parce qu'il y a des... on ne peut pas rabattre la philosophie sartrienne sur celle de Spinoza, mais il y a des connexions qui sont faites. Et Spinoza dira l'homme est un dieu pour l'homme. Puisque l'homme est une partie de Dieu, l'homme est un dieu pour l'homme. Alors, ça veut... D'ailleurs, ce n'est pas le premier à avoir dit ça, mais il le met un peu au centre de son éthique. Ça ne veut pas du tout dire qu'il faut être naïf et penser que l'autre est un être qui ne veut que du bien, mais il faut penser justement en quel sens l'autre est aussi une expression de ce réel, qu'on peut appeler Dieu, si on veut, surtout au XVIIe siècle, qu'on appellerait peut-être autrement, dans une philosophie peut-être plus laïque. Mais en tout cas, je peux l'appeler le réel, la nature, Dieu, ça ne me gêne pas. Sauf qu'avec le mot Dieu, on a beaucoup d'images qui sont charriées, donc on est un peu choqué quand on voit que Spinoza appelle Dieu le réel lui-même, et qu'on ait des parties de Dieu, qu'on ait des expressions de Dieu. Mais c'est pour ça qu'il peut nous dire l'homme est un Dieu pour l'homme, surtout lorsque cet homme-là développe sa puissance de raisonner et sa puissance d'exister avec l'autre. Et donc ça veut dire que on est au... Alors, Sartre dira aussi les autres c'est l'enfer, ou l'enfer c'est les autres. Bon, mais Spinoza pourrait dire aussi l'autre peut devenir infernal, mais il va falloir aussi le considérer en tant que soutien si on veut s'en sortir. Il ne faut pas seulement appréhender l'autre dans cette dimension de limitation, de passivité. Oui. Pour le rapport au corps, à la sensualité, il y a en effet, c'est ce que j'ai essayé de montrer chez Spinoza, il y a vraiment cette idée que le corps a toute sa place, et c'est vrai que Sartre pourrait aussi, souscrit à ça d'une certaine manière. Il ne développe pas du tout une philosophie intellectualiste, lui non plus. On est vraiment aussi dans une philosophie incarnée. Et peut-être que d'ailleurs, placer le corps à cette telle importance, c'est un geste plus fort au XVIIe siècle chez Spinoza que chez Sartre, parce que Sartre, il y a eu des siècles, il y a eu ce renversement, même si, des philosophes qui montrent l'importance du corps, il n'y en a peut-être pas tant que ça, il y en a beaucoup qui sont spiritualistes, mais Spinoza est peut-être un des premiers, en tout cas, c'est pas le seul, mais à son époque, le corps a vraiment une très grande importance. Même s'il a en même temps cette affirmation, on ne sait pas ce que peut le corps. C'est-à-dire que tout reste à connaître. Et on pourrait dire les sciences aujourd'hui nous en apprennent un peu plus, mais c'est pas encore fini. Oui, au début de votre exposé, vous avez évoqué que Marx avait connu Spinoza. Est-ce que c'est la même chose pour Freud, de votre part, quand on sait que Spinoza a beaucoup réfléchi sur le libre arbitre et que ça peut faire écho dans ce que pensait Freud? Alors, en effet, Freud dira que à son époque, dans la Vienne du XIXe siècle, il avait travaillé en atmosphère spinoziste. Donc Spinoza, parce que la fin XVIIe, XVIIIe, Spinoza est, aimé par certains, mais il est quand même justement le philosophe
qu'on dit athée. Alors lui, s'est toujours refusé ce terme, en disant, non, je ne suis pas athée, je pense vraiment ce qu'est Dieu. C'est vous qui pensez mal, Dieu. Mais donc, il a toujours refusé cette étiquette d'athéisme que lui ont collé quand même beaucoup de gens, mais peut-être d'une certaine manière à raison, parce que quand on fait de Dieu non plus un être créateur et juge, on peut tomber dans la catégorie d'athée. Alors lui dit, je ne nie pas du tout l'existence de Dieu, je ne suis pas athée, j'essaye de penser vraiment les choses. Donc on pourrait dire au XVIIIe siècle, Spinoza, c'est quand même le nom pour certains vraiment du mal, de celui qui a développé une philosophie athée, qui critique la religion. Et puis au XVIIIe siècle, il y a tout un spinozisme radical qui se développe, qui est peut-être plus radical même que la pensée de Spinoza. Et certains révolutionnaires en politique, certains penseurs sont vraiment reconnus dans Spinoza pour développer une pensée très radicale. Et aujourd'hui aussi, peut-être encore, ça continue. Je pense à quelqu'un comme Frédéric Lordon, qui politiquement, on peut dire, a des positions radicales, de critique, et qui se revendique de Spinoza, d'ailleurs, sur certains points, à juste titre, mais qui sans doute pousse plus loin la balle que Spinoza ne l'aurait fait, notamment sur la question de la révolution, on pourra en reparler si vous voulez, mais Spinoza était très sceptique avec l'idée de révolution. À la fois, il faut une transformation politique, et en même temps, pour lui, la révolution ne change pas grand-chose, parce qu'elle est toujours suivie, d'une certaine manière, d'une contre-révolution. Mais, alors il s'en explique pourquoi, mais il pense que les transformations à la fois doivent être radicales, mais sur le long terme. Donc il faut vraiment changer les choses, mais c'est pas d'une insurrection qu'on les change. Alors la place de l'insurrection, du coup... Alors je reviens quand même à la question. Freud dira, je me suis reconnu dans un air de famille spinoziste, j'ai travaillé dans une atmosphère spinoziste, mais en même temps, Freud est tellement méfiant vis-à-vis de la philosophie, il veut tellement être éloigné de toute construction philosophique, puis lui, au début, c'est un neurobiologiste, c'est un neurologue, qu'il ne veut pas se reconnaître des prédécesseurs philosophes. Donc, à la fois, il dira, oui, parmi les philosophes, celui qui peut-être m'a inspiré, mais pas parce que je l'ai vraiment lu, mais parce qu'on en parlait dans les cercles intellectuels où j'ai travaillé, c'est Spinoza. Et en même temps, Spinoza fait quand même partie de tous ces philosophes qui construisent des systèmes de pensée. Et ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'étudier le psychisme, l'inconscient qui est une donnée de ce psychisme, etc. Et de le faire d'abord en médecin et même en scientifique, en neurobiologiste. Donc, en neurologue à son époque. Donc, le rapport à Spinoza, il est moins assumé que Marx, qui dira qu'il s'est constitué, qu'il a construit sa philosophie d'abord, en partie en lisant, il s'est contre Hegel et avec Spinoza, on pourrait dire, pour résumer les choses. Freud ne pourrait pas dire quelque chose comme ça. Il a une position trop anti-philosophique. Bonsoir. Je voulais vous demander, qu'est-ce que vous pensez de la négation du libre arbitre, justement, parce qu'on est dans le libre arbitre, où certaines pensent que nous sommes, les êtres humains sont programmés dans une mécanique cosmique. Donc il n'y a pas de libre arbitre. Il y a une question sur Internet qui n'a pas grand-chose à voir avec celle-là, mais je la pose. Du coup, c'était sur le rapport de Althusser à Spinoza, et notamment par rapport à son rapport à Marx. D'accord. Alors d'abord sur le libre arbitre. Spinoza, on peut dire, est un des philosophes qui nie l'existence du libre arbitre. Et en même temps, la 5e partie de l'éthique s'appelle « de la liberté ». Donc pour lui, la liberté, ça existe, mais ce n'est pas du libre arbitre. Alors pourquoi ? Parce que le libre arbitre, c'est l'idée selon laquelle vous disposez d'un pouvoir de décision, qui est lui-même complètement indéterminé. C'est-à-dire que vous êtes capable de vous déterminer sans être déterminé. C'est, d'une certaine manière, pour l'illustrer, la fameuse parabole ou histoire de l'âne de Buridan. L'âne de Buridan, alors Buridan, c'est un penseur du Moyen-Âge. On a trouvé très peu de traces de cet âne dans ses œuvres, mais on lui impute l'histoire de l'âne du Buridan. Buridan, c'est un âne qui a autant faim que soif, qui est à égale distance d'un seau d'eau et d'une botte de foin, et puis parce que c'est un âne, crève et de soif et de faim. Parce qu'il n'a pas ce libre arbitre qui lui permettrait de trancher justement
et d'être au-dessus des déterminations et d'avoir ce pouvoir complètement indéterminé de se dire bah, je vais boire, je vais manger. Alors Spinoza dit bon, bah, si un homme est dans cet état-là, c'est que c'est vraiment un âne. Mais on a une puissance de se décider. Mais ce n'est pas une puissance indéterminée. Elle est complètement prise dans les relations qu'on a avec les autres. Elle est constituée aussi par toutes les rencontres qu'on a faites. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'éthique qui ne se pense sur fond d'une politique. C'est très difficile de se libérer dans un système complètement politique, complètement oppresseur. On arrivera difficilement à développer sa puissance de penser, de comprendre les choses, d'être affecté par le monde, si on vit dans un régime totalitaire. Donc les conditions politiques, elles sont importantes pour développer une éthique. Ça ne veut pas dire pour autant que l'éthique et la politique chez lui soient tout à fait la même chose, mais ça veut dire qu'il y a des liens. Et ça veut dire qu'au fond, la liberté pour lui, ce n'est pas le libre arbitre, c'est-à-dire ce n'est pas quelque chose qui est donné, c'est quelque chose qui est à conquérir. La liberté, c'est l'augmentation de sa puissance. C'est jouir de plus de puissance, c'est pouvoir davantage. Mais parce que, justement, mon corps et mon esprit auront déployé des aptitudes. Donc ce n'est pas du tout une liberté de départ, c'est une liberté d'arrivée, c'est une libération, si vous voulez. La liberté, ce n'est pas le libre arbitre, c'est la libération, c'est la conquête de plus de puissance pour mieux agir. Et donc on n'est pas des êtres... Mais c'est ça qui est difficile à comprendre chez Spinoza, c'est qu'on n'est pas des êtres dotés d'un libre arbitre qui serait, je ne sais pas... C'est ce que dit Descartes, hein, l'image de Dieu en nous. Au fond, ce qui nous séparerait des animaux, c'est qu'on est doté de libre arbitre. C'est un peu la signature du divin dans notre être. Il nous a légué, certes un entendement fini, mais une volonté libre, qu'on peut dire sans borne, infinie, d'une certaine manière. C'est-à-dire... non déterminé. Spinoza dit non, nous sommes une partie qui n'est pas un empire dans un empire, pour utiliser encore une expression de lui, nous sommes une partie de la nature déterminée par les autres, et pourtant sur le fond de cette détermination, sur le fond de ce déterminisme, sur le fond de ce qu'on peut appeler aussi ce nécessitarisme, une éthique est possible, une libération est possible, une augmentation de puissance est possible. Mais c'est possible justement parce que, peu à peu, on arrive à convenir avec les autres, à gagner en puissance, à comprendre de mieux en mieux. Et sans doute que ça ne se fait pas tout seul. Et sans doute que si on n'est pas mis dans des conditions à la fois familiales, politiques, éducatives, où justement ces aptitudes peuvent se développer, sans doute qu'on n'ira pas très loin tout seul. Et même, Spinoza dirait, un enfant qui n'est pas aidé, il va mourir. Donc ça se passe, il y a aussi presque une perspective d'éducation derrière. Donc on ne s'en sort pas tout seul, mais bien que tout soit déterminé, il y a des changements et des transformations possibles. Parce qu'on va les déterminer tous ensemble. Parce que notre puissance, parce qu'on n'est pas le pur effet ponctuel des déterminations. On est une manière d'exprimer, à travers sa propre puissance, les déterminations qui pèsent sur nous. Et de les exprimer peut-être de plus en plus activement. Donc il y a une culture de l'émancipation chez Spinoza, mais sur le fond de la détermination, en pensant l'individu comme un individu social. Et donc ça, c'est aussi un des grands défis, hein, de comprendre comment, dans le déterminisme spinoziste, la libération est possible. J'essaye là d'esquisser, mais c'est un peut-être des plus grands défis de Spinoza, c'est qu'il se donne comme conquête la liberté. Ça veut dire qu'il ne se donne pas la liberté dès le départ, il ne dit pas « l'homme est libre ». D'ailleurs, comme dirait Deleuze, quand on dit « l'homme est libre du libre arbitre », c'est le système du jugement qui se met en place. Le libre arbitre, ça sert surtout à juger, c'est Nietzsche qui le disait avant, ça sert à juger les hommes. Et donc à leur dire « tu es responsable de ce que tu as fait », etc. Ce n'est pas le geste philosophique de Spinoza. Le geste philosophique de Spinoza ne consiste pas à dire tu as du libre arbitre, donc tu es responsable, donc on va pouvoir te juger, donc on va pouvoir soit te récompenser, soit te châtier. Tout ce système de jugement, Spinoza dit, il est peut-être utile socialement. On ne va pas commencer à dire à tout le monde, vous êtes complètement irresponsable, etc. Bon. Donc imaginairement, c'est bien de penser qu'on est doté d'un peu de libre arbitre et qu'on a à répondre de nos actes. Mais tout ça, ça reste quand même de l'imagination. Le réel consiste à comprendre ces déterminations pour en faire autre chose. Parce que ça donne de la puissance. Et la vraie réalité, elle est déterminée. Socialement déterminée, biologiquement déterminée, etc. Et donc, il n'y a pas de libre arbitre au sens
d'un pouvoir indéterminé, un trou dans le déterminisme comme ça. Non, ça n'existe pas. Et malgré ça, bien que tout soit déterminé, il y a une libération possible, nous dit Spinoza. Alors pour Althusser, j'ai envie de presque dire voir le début, rembobiner, puisque j'ai dit au départ que Althusser a cette fameuse formule « nous avons été spinozistes », qui consiste à dire à la fois sa dette à l'égard de Spinoza. Il a à l'ENS de la rue d'Ulm organisé un groupe Spinoza. À travers ce groupe, il y a eu la lecture de Marx, il y a eu des livres qui ont été faits, des commentaires de Marx. Donc c'était vraiment un collectif de travail et qui se faisait sous l'égide de Spinoza. Donc Spinoza était un peu, au fond, celui qui allait donner une philosophie à Marx. Peut-être Althusser était celui qui pensait que Marx avait une très belle politique. Marx avait, on pourrait dire, nous donner des perspectives de changement social, penser le matérialisme historique à travers la lutte des classes et nous donner la possibilité sans doute d'agir sur le monde. Comme dit Marx dans une des célèbres thèses sur Feuerbach, il est temps non plus d'interpréter le monde, mais de le transformer. Mais, disait Althusser, il nous faut aussi peut-être une philosophie fondamentale qui soutienne tout ça, et c'est peut-être la philosophie de Spinoza. Bon. Donc il a essayé d'articuler, on pourrait dire, Spinoza avec Marx, et ensuite il va lui-même développer ce que j'ai évoqué comme étant un matérialisme aléatoire, un matérialisme de la rencontre, qui est un matérialisme où justement, où il réhabilite la contingence. Et là, il se dit, je ne peux plus être spinoziste, parce que Spinoza, c'est la nécessité, ce n'est pas la contingence. Il y a de l'indétermination. Or, sous certaines perspectives, je pense, il aurait pu encore aller chercher des choses chez Spinoza. Alors, je peux vous dire sous quelle perspective, mais il va s'éloigner, en tout cas, de Spinoza petit à petit. Il va dire, donc, à la fois, j'ai une dette envers la philosophie de spinoziste, mais je ne suis plus spinoziste au sens d'inscrit dans une perspective de nécessité absolue. Donc c'est en ce sens-là que Althusser s'éloigne de Spinoza. Mais au fond, ce que combat Althusser, c'est l'idée que l'histoire soit orchestrée comme ça par des pouvoirs qui soient supérieurs. Ce qu'il combat, c'est Hegel, c'est l'idée d'un esprit absolu qui organise l'histoire, d'une raison qui s'accomplit dans l'histoire. Bon. Et ce qu'il ne voit pas chez Spinoza, il y a au fond une revalorisation de ce qu'il appelle le hasard. Mais le hasard, non pas comme la promotion de la contingence, mais comme l'idée que il prend l'exemple de quelqu'un qui se promène et puis qui reçoit une pierre sur la tête et qui meurt. Il dit, pour le superstitieux, tout de suite, ça va être, mais pourquoi elle est tombée à ce moment-là, la pierre? Mais oui, mais parce que le vent soufflait. Oui, mais pourquoi il soufflait au moment où il est passé? Oui, parce que... Bon. Et de fil en aiguille, on va se réfugier dans ce qu'il appelle l'asile de l'ignorance, à savoir la volonté de Dieu. On va dire, au fond, c'est Dieu qui l'a voulu. Spinoza dit non, c'est un hasard, mais un hasard tout à fait déterminé. C'est des séries causales qui se sont croisées. Ça a fait mal à l'homme, ça n'a pas sans doute fait grand mal à la pierre, mais voilà, il y a eu une mort qui est la rencontre avec une cause destructrice extérieure. Et ce hasard, au sens de Cournot, c'est l'intersection de séries causales indépendantes. Et on pourrait dire voilà, que chez Spinoza, on articule le hasard pour celui qui le vit avec la détermination. Et peut-être que le matérialisme de la rencontre que développe Althusser à la fin de sa vie pourrait se revendiquer d'un certain spinozisme qui valorise le hasard contre toute forme, si vous voulez, de surinterprétation ou de surcharge. Au fond, et on donne beaucoup là-dedans en ce moment, il y a des intentions cachées. Donc si ça se passe comme ça, c'est que machin. Non, il y a aussi des séries causales qui se rencontrent et qui produisent des effets. Et donc il faut peut-être revaloriser le hasard, ce qui ne signifie pas que les choses ne sont pas déterminées, mais qu'elles ne sont pas en tout cas prévues ou orchestrées par des grands manipulateurs. C'est peut-être ça qui est le plus difficile, le plus tragique. C'est que parfois ça va très mal et qu'il n'y a même pas des grands méchants ou des grands manipulateurs. C'est que chacun dans son coin pense en plus faire plutôt assez bien. Et donc c'est là que ça devient terrible, c'est que chacun pense en faire très bien, pourtant le résultat est assez catastrophique.
Je me permets de conclure. Je voulais d'abord vous remercier pour la grande qualité de votre propos et puis pour les prouesses de pédagogie que vous avez déployées. Je voulais aussi remercier évidemment Amadou qui a animé le débat et puis vous qui êtes présents ainsi que les personnes qui nous suivaient sur la page Facebook. Et parce que nous sommes sur le matérialisme, je me permets une remarque matérielle. Vous savez que l'université permanente fonctionne par le biais du bénévolat, le nôtre en particulier, et que pour encore améliorer la qualité de nos conférences, nous avons besoin de vos dons. Et donc nous avons lancé une grande campagne de souscription à laquelle vous pouvez participer en envoyant un chèque à la Fondation Gabriel Péri, en indiquant bien évidemment que c'est pour l'université permanente. Hein. Et puis, si vous le faites, eh bien, vous pouvez déduire de vos impôts à hauteur de 66% ce don, ce qui n'est pas négligeable. Voilà, je me permets encore une fois de vous remercier et je vous dis à la semaine prochaine ou au mois prochain. Voilà. Merci. Bonne soirée à tous.